Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre vraiment fascinante, le tout dernier roman d'un immense auteur marocain. Et vous allez voir, c'est une œuvre qui surprend, qui détonne et qui pose pas mal de questions. Alors de qui parle-t-on? De Mohamed Khair Eddine. Et il faut qu'on s'arrête un instant sur son surnom, parce qu'il en dit long. C'est lui-même qui se qualifiait de guérillero linguistique. Rien que ça. Ça pose tout de suite le personnage. Un écrivain à la plume acérée, un vrai combattant des mots. Réputé pour son style pour le moins, révolté. Et pourtant, c'est là que le paradoxe commence. Son tout dernier texte, qui a été publié après sa mort, prend une direction complètement inattendue. Rien que le titre, c'est une surprise totale. Il était une fois un vieux couple heureux. On est à 1000 lieues de l'image du rebelle, vous ne trouvez pas? Ce contraste, il est tellement saisissant que c'est forcément notre point de départ. Qu'est-ce que ce fameux guérillero a bien pu vouloir nous dire avec un testament littéraire qui semble, comme ça, à première vue, si paisible? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et pour essayer de comprendre cette énigme, il faut d'abord qu'on s'intéresse à l'homme. En fait, la vie de Khair Eddine, elle est vraiment marquée par les extrêmes. Il est né dans le sud du Maroc et il va devenir une figure absolument centrale de la littérature post-indépendance. Sa vie, c'est un tiraillement permanent, un va-et-vient constant entre ses racines marocaines et un long, très long exil en France. Sa plume est affûtée, contestataire, à tel point que ses livres étaient tout simplement interdits dans son propre pays. Et puis, juste avant de mourir en 1995, il écrit ce roman, qui est vraiment perçu par tout le monde comme son message ultime. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte de l'auteur, intéressons-nous au décor du roman, parce que c'est vraiment là que se joue le conflit central de toute l'œuvre. L'image qu'on voit là, elle résume parfaitement la tension qui est au cœur du récit. L'histoire se passe dans un petit village berbère, complètement isolé. C'est un microcosme où deux mondes s'affrontent littéralement. D'un côté, on a la tradition, la sagesse orale, le lien à la nature, les rites, et de l'autre, une modernité qui arrive, qui s'infiltre partout. Le béton qui remplace la pierre, les voitures, la radio, et surtout le culte de l'argent qui vient tout chambouler. Voilà, le décor est planté. Maintenant, il est temps de faire connaissance avec nos personnages principaux, ce fameux vieux couple. Ce tableau résume bien la dynamique du couple, du moins en apparence. D'un côté, on a Bouchaïb. Lui, il a un nom, on connaît son histoire, c'est l'intellectuel, le poète, c'est celui qui réfléchit, qui parle beaucoup. Et de l'autre, son épouse. Elle reste anonyme. On l'appelle simplement la vieille. Elle est illettrée, totalement ancrée dans le pratique, le quotidien. À première vue, on se dit que les rôles sont un peu clichés, hein. L'homme est la tête et la femme, les bras. Mais est-ce que cette première impression est vraiment la bonne? C'est ce qu'on va voir. Penchons-nous un peu plus attentivement sur ce personnage de l'épouse. C'est vrai qu'à première vue, comme le souligne l'analyste littéraire El Houssen Moumad, on pourrait facilement la considérer comme un personnage de second plan, une simple figure domestique qui ne sert qu'à mettre son mari en valeur. Et cette première lecture, elle se tient. Son anonymat, ça peut tout à fait symboliser la négation de l'identité féminine à cette époque. On ne sait quasiment rien de son passé, c'est comme un spectre. Son univers, c'est la cuisine, les animaux. Le narrateur va même jusqu'à la comparer à sa vache. On dirait vraiment l'incarnation parfaite du stéréotype de la femme soumise traditionnelle. Mais c'est précisément là que l'analyse devient intéressante, parce qu'une lecture plus attentive, comme il le dit si bien, révèle une profondeur et une importance qu'on n'aurait jamais soupçonnées chez ce personnage. Et voilà le point crucial. Elle n'est pas du tout une victime. En fait, elle est présentée comme une véritable lueur d'espoir. Elle est parfaitement lucide sur la condition des femmes, et elle n'hésite pas à critiquer la passivité des autres, mais surtout, sa relation avec son mari est un modèle d'égalité et de respect. C'est elle, la force tranquille, qui ancre les grandes envolées philosophiques de Bouchaïb dans le concret, dans la réalité de la vie. Cette phrase de Bouchaïb est absolument magnifique et très révélatrice. Il ne considère pas du tout les tâches de sa femme comme quelque chose d'inférieur. Au contraire, il élève sa cuisine au même rang que la poésie, la plaçant sur un pied d'égalité avec son propre travail d'écrivain. C'est un signe de respect et de reconnaissance immense. D'accord. Maintenant qu'on a compris ça, prenons un peu de recul et voyons comment cette nouvelle vision du personnage de la femme transforme complètement le sens du roman. Au final, ce livre, ce n'est pas du tout une histoire de résignation. C'est une méditation profonde sur différentes manières de résister. D'abord, il y a une résistance culturelle. Ce couple, c'est la mémoire vivante face à une modernité qui veut tout effacer. Ensuite, une résistance sociale. Leur relation est un vrai manifeste pour un nouveau rapport homme-femme. Et enfin, une résistance qu'on pourrait qualifier de poétique. Il nous montre que le bonheur, le vrai, ne se trouve pas dans la grande révolte, mais dans la beauté des gestes simples du quotidien. Et donc, le message final de Khair Eddine, le fameux guérillero, eh bien, ce n'est pas un cri de colère. C'est un message plein de sagesse, de paix et d'une force incroyablement tranquille. Son roman devient presque un guide pour apprendre à vivre heureux dans un monde qui change tout le temps, un vrai testament.
Et ça nous laisse avec une dernière question, une question qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, je trouve, dans notre monde qui va toujours plus vite, qui s'emballe. Et si finalement, la forme de résistance la plus radicale, c'était juste ça. Choisir d'être heureux. Simplement cultiver son bonheur au quotidien, comme ce vieux couple. C'est une idée qui donne à réfléchir, non ?